Boston s'impose dans ce deuxième match et mène donc 2-0 dans ses finales NBA face à Dallas. Victoire 105-98. On est en direct ce soir à 4h40 du mat pour débriefer ce match 2 bien plus disputé que le match 1 pour notre plus grand plaisir. Erwan, les fans des Mavs y ont cru ce soir peut-être. Il y avait plus que sur le premier en tout cas. Il y avait de quoi y croire parce que leur équipe leur ont donné un petit peu plus de matière aussi pour y croire. Il a malgré tout, à mon sens, manqué de maîtrise, manqué de soutien aussi autour de Luka, même si on a vu certains Mavs sortir un petit peu du terrier. Il a manqué quand même pas mal de choses. Et puis en face, il y a quand même une équipe qui, même quand elle ne met pas dedans, sachant que c'est quand même sa qualité première, garde quand même des bases solides et emmené par un 5 majeur fantastique. On va revenir longuement sur ce match, bien sûr. On va faire le déroulé, on fera les tops et les flops. On vous attend dans les commentaires. Hein. J'ai vu que vous aviez déjà commencé à débattre sur Twitch. Si vous êtes sur YouTube, n'hésitez surtout pas à liker la vidéo et à mettre des commentaires. On apprécie toujours vous lire. Là, sur le match 1, on avait pris le temps aujourd'hui de lire tous les avis forts et surtout ce que vous vouliez voir dans ce match 2. Il y a eu quelques réponses à des questions. On va parler de Jason Tatum longuement. On va parler aussi de Luka Doncic, puisque Luka, on va commencer par ça, Erwan, c'est l'homme du début de match. Il y a eu un espèce de petit concours de bluff avant le game. Luka a donc mal au genou, il a une petite entorse à la cheville et après le premier coup reçu sur le thorax lors du match 1, il était clairement questionable et apparemment il est rentré sur le terrain, sur le parquet après son échauffement individuel avec ses copains 7 minutes avant le match. Donc vraiment quelques minutes avant. Il y avait un léger doute, entre guillemets. C'est l'intox. C'est pour l'intox, c'est pour la légende, on appelle ça ce qu'on veut. L'essentiel c'est qu'il était là et que de toute façon... Tout passe par lui. Donc voilà, moi, j'y ai pas vraiment cru quand tu m'as dit, tiens, t'as vu l'info qui est tombée, il est questionable. Bon, écoute, hein, voilà, il était sur le terrain et c'est tant mieux pour les Mavs. Mais t'as raison, c'est lui qui, dès le début du match, encore une fois, donne le ton. Bonne entame des Mavs. Et surtout, ce qu'on voit, c'est que il monte moins la balle. Il est plus utilisé comme un deuxième arrière, notamment un petit peu plus tard dans la rencontre. Donc j'ai aimé aussi les adaptations par rapport à ça, sur l'utilisation de Jason Kidd, de son meilleur joueur, d'aller le chercher un petit peu plus loin dans les attaques, qu'il ne soit pas tout de suite initiateur pour enlever un petit peu de pression défensive. Ça a plutôt pas trop mal marché. Ça a plutôt bien marché le début de match. Contrairement lors du match 1, c'est les Mavs qui commencent fort. Il y a 13-6 assez rapidement. Et la petite info qu'on remarque rapidement, c'est que les 13 premiers points sont inscrits ou assistés, on pourrait dire comme ça, par Luka et par Kyrie, du 1 contre 1, des tirs à mi-distance. Même Kyrie est agressif dans le premier quart-temps, il met 8 points dans le premier quart. C'est le bon Kyrie, c'est un Kyrie à réaction qu'on attendait. Alors, c'est le bon Kyrie dans l'attitude. Le problème, c'est qu'il tombe en face à un défenseur... exceptionnel, vraiment, c'est Jrue Holiday. Quand c'est pas Jrue Holiday, c'est Derrick White. Et ça marche pour les deux, exceptionnel. Ça marche pour les deux, vraiment. Mais en tout cas, dans l'état d'esprit, ce que j'avais reproché à Kyrie sur le match 1, c'était cette espèce de rôle de mec qui va faire jouer les autres, de facilitateur. Non, Dallas a besoin d'un Kyrie en attaque mode, et c'est ce qu'il a été, même si il a été en échec sur ce premier quart-temps, et ça va durer malheureusement pour les Mavs tout le match. En tout cas, dans l'attitude, il y a eu un changement d'attitude, un changement d'état d'esprit en mode je vais mettre de la pression sur la défense des Celtics, et en ça, c'était déjà mieux. Là, clairement, on est dans ce qu'on souhaitait voir. Le premier match, il y a eu un écart de niveau terrible entre les deux équipes, il y avait beaucoup de déceptions. Là, on sent tout de suite dès les premiers instants que, bon, là, au moins, les Mavs reviennent à l'orgueil. Vous savez que Boston a perdu tous ses matchs 2 dans ses playoffs, à part contre les Pacers, bien sûr. Et donc, il y avait, on avait sacralisé un petit peu le match 2. On se disait, s'il y a un coup à faire, c'était là, quoi, pour les Mavs. Ouais, puis je te dis, moi, on y croit, même jusqu'à la fin, on va revenir dessus. Mais non, mais l'entame, en tout cas, est rassurante. L'entame est rassurante. Il y avait quand même une fessée au match 1. On a vu un vrai écart de niveau entre ces deux équipes. C'était important sur un match 2 de dire, attendez, l'écart qu'il y a eu au premier match, c'était pas la réalité entre les deux équipes. Voilà, quoi, notre vrai visage. Il y a encore beaucoup de lacunes, je trouve, chez les Mavs. Mais en tout cas, oui, dans les intentions, et ça commence avant tout par là. Toujours. C'était mieux côté Mavs. En tout cas, Boston va lancer son match avec l'entrée de Porzingis. Et on va retrouver Porzingis comme lors du match 1. Porzingis hyper dominant, on cible les avantages de taille. Son bras est d'une sûreté à toute épreuve. Porzingis, d'ailleurs, va se faire mal un petit peu plus tard. Il va un peu disparaître dans la deuxième mi-temps. Mais on aime ce côté sixième homme. Lorsqu'il entre, on joue pour lui. Ouais, j'ai l'impression qu'en tout cas, c'est un rôle qu'il va avoir tout le long des finales. Cette sortie de banc. Et tu as raison, comme dans le match 1, même si ça durera moins longtemps, ça va être encore une fois une bascule.
parce que les Celtics sont maladroits et lui va amener un petit peu d'adresse, va amener de l'adresse et de l'alternance dans cette attaque des Celtics. Donc toujours pareil sur des match-ups et on voit qu'il va provoquer des fautes. Il y aura un petit peu moins d'adresse qu'il y a eu dans le match 1, mais il y en aura malgré tout, mais il y aura surtout beaucoup de fautes provoquées par Porzingis. Donc encore une fois, c'est une rentrée qui va amener des bonnes choses pour les Celtics. 12 points, 4 rebonds, 2 blocs, des contres importants, 0 sur 3 à 3 points, 4 sur 7 en tout. On rentre dans un truc où il y a les premières rotations qui rentrent côté Dallas, et je sais pas ce que vous en avez pensé, dites-nous là vraiment, mais il y a des comportements des joueurs. Maxi Kleber, son entrée, Derek Lively, on en a beaucoup parlé, enfin on en a parlé sur le match 1, le nombre de poussées, on est dans le carton, les deux équipes sont dans le bonus, et il y a plein de lancers francs sur des erreurs, mais bêtes, ce qui va donner plus 3 à la fin du premier carton en faveur de Boston. Ils font beaucoup de fautes, mais et ça va être un petit peu cette tendance dans le match, c'est que même dans les bons moments de Dallas, tu te rends compte que finalement Boston va continuer à mener, parce qu'il y a par manque de discipline. Et là, je pense notamment à Derek Lively, parce que tu parles de Maxi Kleber et Derek Lively, qui sont les deux premiers à rentrer, enfin à sortir du banc. Lively, je l'ai trouvé un petit peu dans sa continuité, malheureusement, du match 1, un petit peu surexcité, dans du combat pas nécessaire, dans des fautes, des surpressions, un petit peu, encore une fois, un petit peu dépassé par l'événement, j'ai trouvé. Mais bon, au moins, lui, il essaye, il est dans le combat. Maxi Kleber, c'est... Il a raté 2 tirs ouverts là, au début, là, des grands tirs. La rentrée de Maxi Kleber, c'est ne pas amener des choses à son équipe, c'est pourquoi pas faire du mal à son équipe, c'est autre chose. Maxi Kleber fait du mal à son équipe. La rentrée qu'il fait, et ça va durer jusqu'à la fin, elle est terrible. Il rate 2 tirs, il fait airball, brique ouverte, et derrière, il va faire 2 fautes rapidement. Il n'est pas loin de prendre la 3e. Moi, je ne comprends pas. Après, j'en sais que Jason Kidd l'aime bien, mais vraiment, la rentrée de Maxi Kleber et même... De manière générale, hein, le match de Maxi Kleber, c'est une catastrophe ambulante. Donc voilà, mais qu'il aille travailler son dribble. Hein. Tu connais ma théorie sur Maxi Kleber. Dans ce premier quart-temps, il y a un petit enseignement, c'est l'adresse qui n'est absolument pas au rendez-vous. Lors du match 1, les Celtics avaient fini le premier quart à 7 sur 15. Là, ils sont à 1-9. Et 1-9, c'est le dernier tir de Al Horford, mais là, vraiment à quelques secondes de la fin. C'est le premier enseignement de tout ça. Alors, il y a des lancers francs, ils sont à 10 sur 10 pour le coup, donc ça compense le manque d'adresse pour les Celtics. Luka et Kyrie ont marqué 21 des 25 points de leur équipe. Et on va commencer à rentrer dans... le match de Tatum. Jason Tatum est à 0 points à la fin du premier quart-temps. On le voit peu au début, on va le voir beaucoup plus sur la suite. Il va marquer son premier panier sur un lay-up début du deuxième quart et on se dit tous j'ai l'impression qu'enfin il rentre dans son match. Enfin, c'est une impression. Pas facile à juger le match de Jason Tatum parce que autant je l'avais trouvé effacé sur le match 1 et ça pouvait s'expliquer. Certains pensaient qu'il n'y avait pas besoin de faire plus parce que ça fonctionnait. Je peux l'entendre, c'est pas ce que j'ai envie de voir Jason Tatum, mais je peux l'entendre. Là, je le trouve maladroit, je le trouve parfois inspiré sur des lectures parce qu'il va finir à 8 passes à la mi-temps. Je le trouve parfois mauvais sur des lectures parce qu'il va refuser des tirs ouverts à lui. Voilà, on sait que c'est un joueur quand même adroit, à 3 points, qui aime bien en plus se mettre en rythme par de l'adresse. Il refuse beaucoup de tirs, il a le temps, et puis finalement il attend que le close-out arrive pour le réattaquer après, pas toujours dans les bons timings. Donc il alterne des bonnes choses dans le collectif, mais lui individuellement il a du mal à trouver son rythme. Il refuse des tirs externes, il va rater des petits lay-ups aussi quand il essaie de se rapprocher. Il y a beaucoup de lay-ups, 3-4. Hein, il est un peu brouillon, je trouve, Jason Tatum dans cette première mi-temps, malgré 8 passes décisives à la mi-temps, ce qui est énorme. Hein. Mais il est le playmaker de l'équipe, hein, sans aucun doute. Hein. Il a trouvé un nombre de coups. Bon, Jrue Holiday a été merveilleux là-dedans, des petites passes. On sentait qu'il était un peu en galère, mais c'est vrai que dans la lecture, dans le playmaking pour les autres, Jason Tatum a été excellent ce soir. Vraiment, même s'il y a des pertes de balles, ça fait partie du jeu. Mais Luka a perdu 8 ballons ce soir, donc ça fait partie du jeu lorsque tu tentes beaucoup de choses. Il est à 2 doigts du triple-double, il finit à 18 points, 9 rebonds, 12 passes à 6 sur 22, 1 sur 7 à 3 points. Il est clairement dans une réflexion sur son tir, on sent qu'il n'est pas en confiance. Et pour un joueur de ce niveau-là, à ce moment des playoffs, c'est quand même très très étonnant. Tu sens qu'il refuse des tirs, tu sens que c'est pas le Jason Tatum qu'on a l'habitude de voir en saison régulière ou même qu'on a déjà vu. C'est quand même un mec, on le sait, on le connaît maintenant, capable de mettre des step back dans des poires, même quand il est bien défendu. Il a quand même, c'est sa qualité première d'être capable de se créer des tirs, même quand il est très bien défendu. Là non seulement il n'arrive plus à se créer de tirs, et en plus il refuse des tirs sur des retours de passe. Donc ouais, je comprends pas. Je comprends pas d'ailleurs d'où peut venir peut-être cette crise d'adresse, parce que c'est quand même des mecs qui ont des confiances supérieures. Voilà, écoute, il compense avec autre chose. J'irai pas le mettre tant dans que ça gagne, il n'y a pas besoin de lui tirer dessus. J'irai pas le mettre dans des flops. J'irai pas dire non plus que c'est un top. Il amène des choses. Je l'ai trouvé quand même plus en vue que sur le match 1.
Maintenant, ça fait déjà 2 matchs à domicile et ça fait 2 fois que c'est pas le meilleur joueur de son équipe. Alors que c'est censé l'être. Hein. On peut me dire ce qu'on veut. On peut me chanter la messe tous les jours. Jason Tatum est le go-to-guy de cette équipe-là. Il y a 2 matchs de finale NBA. C'est 2 fois lui qui est pas le meilleur joueur. Bon, on continue dans ce déroulé du match. Hein. Il y a +3 à la mi-temps en faveur de Boston, 54-51. J'avais noté que Luka était sur son nuage. Il fait une première mi-temps exceptionnelle. Il est à 20 points. Que Jrue Holiday est hyper dominant. Il est à 17 points à la mi-temps. Jrue Holiday, 17 points à la mi-temps et il va finir très très haut ce game. Je l'ai mis dominant dans un style à la Westbrook et à la Houston, où le gars il est à la fois très dans un jeu direct, il a joué beaucoup de 1 contre 1 dans la vitesse, etc. Et puis le nombre de coupes qu'on l'a vu avoir, le fameux dunker spot dont on aime bien parler, normalement c'est les pivots qui se présentent à des balles lobées, les petites passes à terre. Là c'est Jrue Holiday qui joue ce jeu-là. Je rajoute aussi son incroyable défense et ses rebonds offensifs, c'est que deux facteurs hyper précieux du basket. Ouais, parce qu'en plus il prend 2 fautes assez rapidement dans le match, après il va bien se gérer tout en continuant à défendre le plomb, et en attaque il va reprendre. En attaque, il va prendre ce qu'on lui donne, des 1 contre 1. Quand il est ouvert sur du 1 contre 1, il est très agressif. Et puis derrière, quand il n'est pas directement concerné balle en main, ben, il va se faire toujours oublier sur cette ligne de fond. Il va toujours venir jouer les rebonds offensifs. Il fait tout ce qu'il faut pour son équipe. Voilà. Qu'il ait la balle, qu'il n'ait pas la balle, qu'il soit off-ball avec la... Enfin, il est précieux. Et puis voilà, le moindre oubli par des Mavs en défense qui sont parfois très naïfs, très axés sur la balle, d'Eric Lively dans son dos. Je peux te dire que c'est l'autoroute A7, départ de vacances, hein, c'est tout le monde qui passe. Donc il a été, voilà, j'allais dire précieux, et j'ai presque envie de dire que le mot n'est pas assez fort. Mais clairement, il était très très fort, notre ami Jrue Holiday. On continue de dérouler, Erwan. Toujours cette crise d'adresse. De toute façon, il n'y a sur la fin que Boston va trouver l'adresse. Là où les Mavs, franchement, ils font 6-22. Là, je crois que c'est 6-22. Hein. Non, pire, 6-26. Ils ont vraiment bien fini ce match en termes d'adresse. Il y a un truc qui nous a sauté à la gueule dans ce game, c'est que oui, Luka est très très fort. Sans aucun doute. Vraiment, il fait son match, il porte son équipe, il met des gros tirs, etc. Mais qu'à aucun moment, il arrive à trouver du relais par quelqu'un d'autre. On a vu PJ Washington être capable, ici ou là, de mettre des flotteurs. Il met même un tir en début de match. Kyrie a fait un bon début de match. Daniel Gafford s'est révélé, pas réveillé, révélé dans la deuxième mi-temps où il a été archi bien trouvé. Mais en fait, dans le... Derrick Jones Jr. a un bon passage. Derrick Jones Jr. il met 7 points dans le deuxième quart-temps et ça leur fait du bien. En fait, il a jamais trouvé un lieutenant sur la continuité du match. Non, et c'est un vrai problème. Honnêtement, PJ Washington aujourd'hui est le deuxième meilleur Mavs de la rencontre. 17 points, voilà, il fait des choses intéressantes, mais il fait aussi des choses qui flinguent son équipe. Voilà. Donc non, il n'a pas de relais, au scoring, il n'a pas de relais dans le leadership, le mot est peut-être un peu sévère et dites-le dans les commentaires hein, si vous êtes d'accord ou pas, mais je trouve qu'il est un peu abandonné par moment. Et il doit peut-être le sentir. Et je trouve que même Luka, par moment, a des attitudes. Il est capable de faire énormément de bien à son équipe. Il est aussi capable, par des attitudes, de faire beaucoup de mal à son équipe. Donc, il manque de relais à tous les niveaux dans cette équipe-là. J'ai bien aimé ce que fait PJ Washington, mais il n'empêche qu'il y a 2 actions qui peuvent permettre aux Mavs de s'offrir vraiment une fenêtre de tir et peut-être d'aller faire un hold-up là-bas. Et PJ Washington, il est impliqué dans les 2 actions. C'est-à-dire que quand il passe à peine la ligne médiane, qu'il fait une passe, il monte. Alors, énorme crédit encore à Jrue Holiday qui le met sous pression et c'est lui qui lui fait faire ce mauvais choix. Mais bon, t'es quand même un joueur NBA là. Tu connais les règles ou pas passer la ligne médiane, vouloir faire une passe derrière, c'est retour en zone. Ouais. Donc la perte de balle derrière 3 points. De Jrue Holiday. Et puis derrière, ils reprennent un 3 points d'Eric White avec encore un choix de Luka très compliqué. Donc la séquence, elle est terrible. Alors que tu as un ballon pour revenir à moins 5 ou moins 6. Non, ça c'est largement avant. C'est que 3-4 minutes avant. Ensuite, sur le retour en zone. Non, ça c'est largement avant. Ensuite, ils font leur 9-0 dans les 2 dernières minutes. Et PJ Washington se retrouve avec ce layup. Ce dunk layup, en tout cas ce sprite, il se fait contrer. C'est 2 temps différents. On pensait que le match était fini sur Derrick White. Oui. Et en fait, ils reviennent dans le match. Il monte à 2 pieds. Et en fait, on se dit, oh, le dunk, ils sont bons. Le repli est très... En fait, on se rend compte que le ballon, il est moitié cercle, en fait. Le ballon, il est moitié cercle. En fait, il se fait contrer par le cercle. Oui, clairement. Marcel Larceau. Voilà, en fait, c'est... Tu peux pas prétendre vouloir gagner des finales en lâchant autant de ballons. Luka perd énormément de ballons. Il perd 8. Il perd des ballons sur des remontées de balles. Il est là, il est nonchalant. Et les mecs qui passent derrière, il lui pète les balles, il regarde les armes. Non, en fait, lui-même le sait que quand il est concentré, qu'il parle moins aux arbitres, c'est comme ça marche beaucoup mieux. Là, encore une fois, à la fin, alors il est peut-être fatigué, il est peut-être agacé de se sentir aussi seul, de voir son gars Kyrie qui est complètement en travers. Mais voilà, en tout cas, il fait un énorme match, mais c'est pas assez. Ce qui est fou dans ce match, c'est qu'on a l'impression que Boston
il y a un léger écart entre les deux équipes. Il y a une meilleure équipe que l'autre, sans aucun doute. Mais qu'ils ont dû le gagner beaucoup de fois, le game. Je pense à Peyton Pritchard qui met ce tir à 3 points, qui, tu sais, comme Jordan Poole en 2022, c'est les tirs qui paf, tu dis, tout va dans le sens d'une équipe, ils vont gagner. Bon, à ce moment-là, on se dit, bon, ils vont avoir peut-être un quatrième quart-temps un petit peu facile. Il y a le moment de Drew Holiday et Derrick White, il tire à 3 points. J'ai l'impression qu'ils vont gagner. Non, les Mavs reviennent encore avec un 9-0 et ils doivent encore réussir à faire les bons plays dans les tout derniers instants. Et ils l'ont fait. Et ils le font parfaitement, clairement. Il y a un tir de Jason Tatum sur encore une fois un très bon mouvement de balle. Il va avoir un tir à lui, enfin, grand ouvert, qui va prendre Flammerdon, qui va faire du bien. Voilà, après ils vont être au rebond, ils vont vraiment être agressifs. Et puis Derrick White, à mon avis, ils sont un petit peu en galère. Il met un tir en fin de possession, un petit peu dans le elbow là, et on voit Derek Lively sur le banc qui baisse la tête en disant mais celui-là, il fait très très mal. Non, ils ont toujours su sortir, trouver le bon joueur, trouver le bon play, trouver le bon tir. C'est aussi ça, les grandes équipes. Ils ont été un peu repoussés. On parlait souvent des Mavs. On va voir quand ils vont être repoussés un petit peu. Ce soir, ils l'ont été. Et chaque fois qu'ils l'ont été, ils ont su trouver la bonne réponse. Donc, un grand bravo à cette équipe-là. Je trouve quand même beaucoup de sérénité. Et elle a amené, et pour moi, elle est sacralisée par deux mecs. C'est Derrick White et Drew Holiday, qui, dans l'attitude, et dans ce qui dégage, même sur leur visage, sont tellement rassurants. Ça doit être un bonheur de jouer avec ces mecs-là quand ils sont derrière toi. Ça perd pas de ballon, ça défend fort, ils mettent des gros tirs, ça coupe quand il faut couper, etc. Ça, c'est sûr que quand ils sont superstars, c'est magnifique de jouer avec eux. Ils sont capables de lâcher la balle quand il faut, ils sont capables de prendre les responsabilités quand il faut. Ils sont là pour les bonnes raisons. Voilà. Parfois on dit ça. Les mecs sont là pour les mauvaises raisons, eux sont là pour les bonnes raisons. Et tu m'étonnes, quel backcourt. Je pensais à Luka et Kyrie, qui est, d'après Stan Van Gundy, peut-être le backcourt le plus talentueux de l'histoire de la NBA. Il est très très loin là-dessus, mais on peut discuter. En tout cas dans la ligue, sûrement le plus talentueux. En face, c'est le meilleur backcourt de two-way player, sans aucun doute. D'avoir deux joueurs aussi forts des deux côtés du terrain, faudrait remonter peut-être à Isaiah Thomas et Joe Dumars pour avoir des mecs aussi forts. Isaiah Thomas et Joe Dumars, c'était les deux meilleurs joueurs de leur équipe. Eux, c'est même pas censé être les deux meilleurs joueurs de leur équipe. Ils sont 3 et 4. C'est ça qui est terrible. Ils sont 3 et 4, voire 4 et 5. C'est ça qui est, 4 et 5 même, c'est ça qui est génial pour les Celtics, c'est cette profondeur et avoir ces mecs-là. J'aime ton idée ils sont là pour les bonnes raisons. Ils sont là pour gagner. Eux, ils peuvent mettre 8 points. Ils s'en foutent. Ils sont là pour les bonnes raisons. Absolument. Alors, quelques commentaires. Je voulais qu'on réouvre le petit chapitre sur Jason Tatum parce que c'était intéressant avant d'ouvrir celui de Kyrie Irving qui sera encore un petit peu différent. Alors, qu'est-ce que je peux vous dire sur ce que vous avez écrit sur Jason Tatum? Alors, faut remettre en question le terme go-to-guy. Pourquoi il y aurait forcément un go-to-guy? 5 joueurs capables de faire la diff, c'est bien mieux. Arrêtons avec cette vieille idée. On doit être Jordan pour gagner. Ilius 14, bien sûr, il parle de Jason Tatum. Oui, mais d'accord, mais moi je veux... Pourquoi pas Mais dans ce cas-là, et c'est comme ça que fonctionne la NBA depuis tout le temps, depuis toujours, dans ce cas-là, quand il y a des débats de MVP, de ci, de ça, faut arrêter de me parler de Jason Tatum. Non, mais c'est vrai. Moi, c'est aussi ça, c'est aussi une ligue de stars. Et moi, quand je vois, on a vu Jordan sur des finales, on a vu Kobe, on a vu Duncan, les stars en finale, en général, ne descendent pas leur stade pour faire jouer le collectif. Répondent défensivement, répondent offensivement, sont des vrais leaders. Voilà, moi je trouve que Jason Tatum, je te dis encore une fois, fait pas un mauvais match, mais je vois pas une superstar rouler sur des finales. En face, je vois Luka Doncic, par exemple, qui roule sur les finales. Il a pas la même équipe. J'entends tout ce que vous voulez. Il gagne, il mène 2-0, grand bravo. Tu as pris un vrai avantage avec ces deux matchs à domicile. Mais je suis désolé, sur la narrative de Jason Tatum, dis-moi ce que tu en penses, Tom. On attend plus de ce garçon, non? Bien sûr, puisque le Tatum, il est censé être à un moment donné parmi les meilleurs joueurs de l'histoire. J'en suis là, carrément. Donc un joueur MVP des finales. Donc tu es forcément dans le 2% des meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA. Et Jason Tatum, pour cette deuxième finale, on attend de lui des hauts standards. Cette équipe a le très haut standard collectivement. Ils sont très très hauts. Vraiment, ils arrivent à maintenir des basiques extraordinaires. Mais c'est ce que tu demandes aussi aux stars. Il y a une stat qui était intéressante au début du match. Il disait Jaylen Brown, toutes ses stats, donc pourcentage, points, etc., au rebond, étaient mieux qu'en saison régulière. C'est ce qu'on attend des joueurs, quel que soit ton niveau. Tu as un role player, on te demande d'être au moins au même niveau, si ce n'est mieux. Pour Jason Tatum, c'est la même chose. Il a des standards très hauts en saison régulière. Et là, on le retrouve pas. Moi, ce qui m'étonne, c'est vraiment... autant je suis bluffé par son envie du playmaking. Vraiment, cette équipe a besoin de ça parce que c'est le seul qui est capable de prendre un espèce de takeover de playmaking et tout le monde en profite autour de lui, sachant qu'ils n'ont pas été très adroits. Mais je suis étonné par son manque de confiance. Ouais, il y a une espèce de semblant de rupture quand il met son tir là. Tu sens que c'est un soulagement. Il a 0,6 à 3 points. Il met ce tir-là qui est un des daggers du match. Et là, tu sens que la pression, elle s'enlève. Il rate des layups, il rate des trucs. Pour un joueur aussi fort,
C'est très étonnant, ce manque de finition. 6 sur 22, c'est laid. Mais bon, c'est pas le premier, pas le dernier. Hein. On est Kobe, il en d'accord. a fait les 6-22. Hein. Ouais. Le Game 7 contre les Celtics, c'est pas un grand match d'adresse, mais c'est dans le leadership, tu sens qu'il va continuer à attaquer, à être dominant. Là, Tatum, bon, écoute, il y a 2-0, on peut rien dire. On va se poser la question, donc vous pouvez réfléchir déjà, hein, qui est pour vous le MVP de ce début. C'est pas lui. Hein. J'ai l'impression. Hein. Il y a eu 2 matchs. Je... 2 fois, c'est pas, encore une fois, il n'y a pas une fois où je le mets MVP des matchs. Ouais, d'accord. Voilà. Il y a Starkey qui nous dit très dur à juger Tatum, je trouve, parce que ok, au scoring il est vraiment pas bon et on le sent en manque de confiance, mais le reste c'est vraiment très bien. Ok, intéressant. J'en ai vu un autre. Si on accepte des performances de Jason Tatum, alors il n'est pas le joueur qu'on pensait, nous dit Momo Sarr. Bravo Momo. Bon. Il y a de ça. Mais encore une fois, c'est dur de dire que c'est nul, mais exactement, c'est peut-être pas le joueur auquel on pensait si on se contente de ça. Donc, moi, je me contente pas de ça. Mohamed, un autre, il nous dit Tatum a l'intelligence de laisser les autres jouer quand ils sont meilleurs. D'accord, mais donc pourquoi pas? Dans ce cas-là, ça te classe dans quelle catégorie? Ouais, c'est clair. Attends, un dernier. Made in Sports, il dit que quand Tatum croquait, ça couinait. Maintenant qu'il joue collectif, ça couine encore. Alors, ok, il aurait dû finir avec 10 points de plus, mais visiblement, ça suffit pour que Boston gagne. Bon, écoute, il y a 2-0. Voilà pour Tatum. C'était intéressant parce que c'est vrai que tout le monde lui tombe dessus, mais en même temps, quand t'es une superstar, un go-to guy, c'est ça une superstar, eh bien c'est normal qu'il y ait beaucoup d'attentes. Bon, on va regarder. Je vais vous montrer les flops. J'ai envie de regarder les flops parce que ça pourra nous permettre de parler du gros flop. L'énorme flop pour l'instant de ces finales. On a mis Kyrie, on a mis le banc des Mavs et on a mis les pertes de balles avec Luka, donc qui en a perdu 8, dont certaines qui étaient vraiment évitables, les pertes dans le dos. Alors, Luka a fait des passes extraordinaires, mais alors le nombre de passes et des pertes de balles évitables. Ouvrons le chapitre Kyrie Irving. Je te donne ses stats déjà, Erwan. Alors, tac. Les petites stats de Kyrie dans ce match, si tu les as, Polo, merci, elles sont là. 16 points, 6 passes à 7 sur 18 au tir et 0 sur 3 à 3 points. J'avais vu un petit tweet tout à l'heure qui récapitulait ses stats sur les 2 matchs. Il est qu'à 2 lancers francs tirés et il n'a pas marqué encore à 3 points Kyrie Irving. 6-19 au premier match, donc il est... Et pas 3 points. Et pas 3 points, il est... Pas d'adresse pour Kyrie du tout. Il est en travers complet. Et en fait, la pression que lui mettent les Celtics, qu'elle soit par les défenses, c'est d'abord ça. Honnêtement, ce que fait Jrue Holiday sur Kyrie Irving, c'est extraordinaire. Vraiment, tenir les duels comme ça, lui mettre les coups de gab et tout, magnifique. Et puis la pression du public, on l'a vu dès l'échauffement aussi, les Celtics qui mettent des côtes de Kyrie dans le Jumbotron, qui lui mettent ses stats du premier match pendant qu'il s'échauffe et tout. En fait, j'étais pas allé aussi loin dans ma théorie du premier match, mais en fait, j'ai l'impression que oui, il a beau faire comme il aime bien faire depuis quelques années, montrer que c'est un mec maintenant spirituellement supérieur qui passe au-dessus de ça. Gros, tu passes au-dessus de rien du tout. Ils sont rentrés dans ta tête. Hein. Tu restes humain, Kyrie. Ouais, tu restes humain. Ils sont rentrés dans ta tête. Alors t'as beau, je te dis, faire non, mais non. Tu n'y es pas. Ils te détruisent sur le terrain et dans les tribunes. Et pour l'instant, il est à des années-lumière de ce qu'on attend de lui et de ce que son équipe attend de lui. Donc pour l'instant, c'est un vrai problème pour les Mavs. C'est d'ailleurs pour moi le plus gros problème des Mavs. Il y en a d'autres, mais le plus gros problème des Mavs aujourd'hui, c'est la production de Kyrie Irving qui est à des années-lumière de ce qu'il faut pour qu'ils puissent espérer inquiéter les Celtics. Clairement, je te rejoins complètement. 89 points marqués lors du match humain, 98 points marqués sur le match 2. Bon, bah voilà, parfois c'est aussi simple le basket. Tu n'arrives pas à installer ton attaque, tu n'arrives pas à installer tout ce qui a fait merveille pendant ce round de playoff, donc les ISO, on a parlé des fins de match où il a été extraordinaire, l'adresse, il a eu des momentum extraordinaires. Bon, pour l'instant, il n'arrive pas du tout à dominer son match. Il va être le grand gagnant du déménagement de la série à Dallas. Ça, sans aucun doute. Non, mais sans aucun doute. Là, on le voit. Je sais pas si y a un match sur ça, on verra. Il y aura toujours Jrue Holiday à Dallas. Ouais, mais c'est pas la même atmosphère. Oui, non, mais je comprends. Tu mets un pied dans la salle, il y a le soutien du public. C'est pas la même chose. Lui, il va être le grand bénéficiaire. Là, on peut le dire, ils sont rentrés dans sa tête. Oui, mais... Ils sont clairement rentrés dans sa tête. Au-delà même du basket. Oui, mais... Je ne le retrouve pas Kyrie. Tu vois, il est là, il tente, il bégaye. Et t'avais cette théorie pendant qu'on regardait le match, tu nous dis, mais en fait, il part dans ses dribbles, on a l'impression qu'il sait pas ce qu'il veut faire. Et t'as raison. Il part dans des trucs, on ne sait pas où il veut aller. Et puis encore une fois, il est vraiment très bien défendu, mais on a l'impression que c'est cette espèce de spontanéité qui fait de Kyrie ce qu'il est, il ne l'a plus. Il dribble, on ne sait pas où il veut aller, il force, il fait des trucs, il fait des marchés, il fait des ballons en touche, il prend des tirs compliqués. On a l'impression qu'il est plus inspiré, alors que c'est un joueur d'inspiration fantastique. Ça, c'est clair. On a l'impression qu'il n'a pas d'inspi, en tout cas, sur ces 2 premiers matchs. On parle de la défense de Jrue Holiday.
sans aucun doute. On parle de la défense de Derrick White, sans aucun doute. Enfin, il y a des mismatchs aussi qu'il n'arrive pas à battre. Non. Je pense sur la fin du game, où il y a surtout Jason Tatum sur la fin, où il veut aller attaquer sur Jason Tatum, on le ressent. Il est à 45, c'est dans le crunch, là on est à la fin, c'est le moment important et tout. Il n'arrive pas à passer Jason Tatum au point que Tatum lui fasse une défense déjà merveilleuse et hop, lui fasse la petite interception. Donc au-delà même de Derrick White et Jrue Holiday qui sont dans sa tête avec le public, il n'arrive pas à placer ces petits moves qui font merveille. Même les step back qu'il a l'habitude de mettre, mon gars, il fait des écarts. Mais souviens-toi, dans la première mi-temps, non, il est face à Sam Hauser, il y a un quart de terrain, il n'arrive pas à aller au bout. Déjà, hein, ouais, il n'arrive pas à aller au bout. Hein. Ouais. Clairement. Bon, déception autour de Kyrie Irving, c'est bien normal dans ce game. Il y a une autre déception, c'est, on a vu le banc des Mavs, mais au sens global, c'est vraiment tout ce qu'il y avait autour. Alors, j'enlève PJ Washington qui était bon. Enlevons Daniel Gafford qui a été bon. En même temps, les deux sont dans le 5 majeur. Voici le banc minable, on a mis. Josh Green, 4 points, le meilleur ami d'Erwan. Dante Exum a mis un bon tir, une belle filoche, et puis c'est tout. Derek Lively est à 2 points. Hardy et Kleber sont à 0 points. Pas sur les mêmes temps de jeu. Voilà. Hardy, tout petit temps de jeu. Maxi Kleber, moi je l'ai dit, c'est vraiment une catastrophe, hein, je sais. Et il est sur le terrain à la fin quand il y a encore une dernière chance. Je sais pas pourquoi Jason Kidd le met sur le terrain. C'est lui qui prend un drive de Jaylen Brown encore une fois pour qu'il aille mettre un lay-up. Moi je comprends pas ce qu'il a avec Maxi Kleber. S'il met pas ses 2 premiers tirs à 3 points, faut l'envoyer à la douche. Voilà, direct. Tiens, ça va, Tahiti, tu vas te doucher, merci. On se revoit au shooting demain matin. Voilà, après Derek Lively, je te dis, ça m'embête parce qu'il c'est un jeune gamin qui a fait un super run de playoff, qui fait une super année rookie et qu'on retrouvera certainement plus tard dans sa carrière. On se dira, c'est un beau joueur. Le problème est que là, aujourd'hui, Derek Lively, on a l'impression que c'est un mec de l'équipe 2 qui vient dépanner parce qu'on n'est que 6. Et il fait n'importe quoi. Je sais pas, il est surexcité. Oh, il a mis un dunk, mais il a tout arraché. Mais il est pas du tout dans la maîtrise de l'événement. Tous les contacts, il en met des tonnes. Il est là, il est habité. Il est surexcité. Et à ce niveau-là, pour l'instant, c'est trop pour lui. Donc c'est un vrai souci. Hardy joue peu. Dante Exum, celui qui a donné le plus de minutes. Et puis Josh Green, moi je le dis, Thomas Larocque essaie de me le vendre depuis le début des playoffs en me disant non, t'es dur, c'est pas si mal. C'est très faible. Voilà. Josh Green, c'est très très faible. Au bout d'un, vous êtes dans des rôles. Votre rôle, c'est de défendre un peu. C'est compliqué, essayez de mettre des tirs ouverts, et même des grands tirs ouverts, vous en mettez pas. Bon, au bout d'un moment, quand on parle de l'abandon aussi autour de Luka, oui, on vient de tomber sur Kyrie à juste titre, mais tous ces mecs-là, c'est quand même pour l'instant, sur 2 matchs de finale NBA, c'est très, 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 très faible. Regardons les tops ensemble maintenant. Vous avez bien sûr retrouvé du Celtic à mort. Et un Luka, on va s'arrêter vite fait sur Luka aussi. Voici les tops. On a mis dans la même case le duo, le backcourt, Jrue Holiday et Derrick White. Je vais vous redonner quand même leurs stats parce qu'ils ont été juste fabuleux, les deux meneurs arrière. 26 points, 10 rebonds. Je vais éternuer. Attention pour les gens en podcast. Non, c'est bon, c'est passé. 26 points et 10 rebonds pour Jrue Holiday, 18 points, 5 rebonds, 3 steals, et puis il y a des contres aussi. Hein. On est quand même sur des standards exceptionnels pour le backcourt. Ils ont été magnifiques. D'ailleurs, tout à l'heure, je vous ai mis un petit sondage. Qui est le MVP pour vous du match ? 70% en faveur de Jrue Holiday. Tout à fait mérité, il n'y a rien à dire. Ah bah oui, il n'y a pas de débat. Hein. 70%, j'ai encore. Je trouve ça presque un peu dur. Parce qu'il y avait un petit peu de Derrick White. Oui, il y avait un petit peu de Derrick White. Mais non, ils sont magnifiques tous les deux. Vraiment, ils sont magnifiques. Et on se souvient quand même que Jrue Holiday, avec Rajon Rondo, quand il était au Pelicans, avait complètement éteint McCollum et Damien Lillard. Voilà, on retrouve un petit peu de ça. Avec cette fois-ci, il est associé à Derrick White, mais c'est un mec qui aime défendre. C'est des mecs qui aiment se mettre des pelés, qui aiment relever les défis. Et puis voilà, ils sont pas là pour les stats, ils sont pas là pour la fame. C'est des mecs qui veulent gagner des titres. Et Derrick White l'a jamais fait. Holiday a déjà une expérience de ça, et je les trouve les deux, c'est confort, quoi. Ils mettent tout le monde bien. Ils mettent tout le monde confortable. Et ça, c'est un vrai plus dans une équipe. Clairement. Regardons la suite des tops, s'il vous plaît, pour arriver ensuite au collectif. On a très peu parlé de Jaylen Brown, mais il fait encore un match hyper solide. C'est lui qui défend sur Luka Doncic, et c'est lui qui met des coups de boutoir, des dunks, des trucs. Et ce qui est hyper important dans un match NBA, c'est d'arriver à faire lever les foules. Et quand il n'y a pas d'adresse, autant avoir un Jaylen Brown qui met des énormes dunks. Le dunk dans la transi, là, après le dribble croisé, 2 pieds de main, là. Dribble croisé sur Luka, non ? Sur Maxi Kleber. Évidemment. Qui d'autre ? Et non, mais il est très bien, il est dans la dureté. Il est dans la dureté. En plus, sur ce match-là, il y avait le micro qui était sur lui. On le voit beaucoup parler à ses coéquipiers. C'est lui qui parle dans les OD, là, t'as vu, hein ? Ouais, continuer de dire qu'il faut shooter, même si ça rentre pas. Non, je le trouve... il est en train de prendre... pour moi, sur ces finales-là, en tout cas sur ce début des finales, il a un vrai rôle de leader.
que ça soit dans le jeu ou même un peu plus. Tu lui dis, c'est lui qui parle dans les huddles. Je le trouve très bien. Voilà, il n'y a pas eu encore de match à 30 pions côté Celtics, mais en même temps, aujourd'hui, j'ai du mal à sortir un Celtics qui dit pour dire qu'il passe au travers. Ils sont tous très bons. Ouais, 21 points, 7 passes, 4 rebonds, 3 steals pour Jaylen Brown. Et donc, on a mis Luka en top. Dites-nous dans les commentaires là, si vous trouvez ça normal que Luka soit dans le top. On va vous remettre ses stats quand même. 32 points, 11 rebonds, 11 passes, à 12 sur 21 au tir. Il était sur des très très hauts pourcentages pendant longtemps. Ça a clairement baissé dans la deuxième mi-temps. 8 paires de balles, c'est énorme. 8 paires de balles, il a 2 doigts du quadruple-double. Dans le premier match, Aaron, on avait tous souligné qu'il avait fait qu'une seule passe parce que la défense lui avait pas donné toutes ses actions, là, des passes à l'opposé, des passes à alley-oop. Là, aujourd'hui, on a vu 1 ou 2 passes à alley-oop. J'en vois une là sur Derrick Jones Jr. J'ai vu par contre beaucoup de passes D avec des prises à 2, dont certaines extraordinaires. La petite passe en première mi-temps là, dans le trafic, la passe sur Derrick Jones, ouais, la passe magnifique alors que Porzingis vient prendre à 2. On a retrouvé la magie de Luka Doncic avec ses quelques défauts quand même. Il a des séquences où tu fais oh, wow. Même le public du TD Garden, qui est quand même un public de connaisseurs, à un moment donné, ils disent waouh, on est quand même en train de voir de nos propres yeux une séquence. Il a quand même le début du troisième quart-temps, là où justement il est vraiment dans un rôle de deuxième arrière, sur des sorties d'écran et tout. Il est magnifique. Le petit bémol, c'est qu'il y a les pertes de balles et qu'il y a par moments des tirs très rapides, trop rapides, hors timing, et que même pour Luka Doncic, c'est des shoots trop durs à mettre. Donc, mais dans sa prise de risque, il est obligé qu'elle soit maximum parce qu'on l'a dit, il n'y a personne d'autre. Non, il est clairement au rendez-vous de ces finales-là. Il montre que c'est un joueur et un attaquant extraordinaire. Donc voilà, franchement, il est magnifique. Maintenant, il a pas le droit à l'erreur. Il n'a pas le droit à l'erreur. Et c'est en ça un peu un problème. Moi, il y a quand même 2 trucs. Les paires de balles, c'est une évidence. Il perd 8 ballons, il y en a au moins 4, il peut les éviter. Abusé 8, c'est abusé. Et défensivement, on a loué dans ce run de playoff qui est au niveau. Gros, là, il prend des écarts. Il défend un peu comme ça, tu sais, genre... Alors, bien sûr, il fait quelques interceptions en passant comme ça. Oh, je la connais celle-là, là. Mais là, il n'est pas du tout au niveau défensif. Dès qu'il est ciblé... Mon gars, il prend des écarts, ça fait du drive and kick, ça permet aux Celtics, on n'a pas dit, mais le jeu de passe des Celtics pour punir les aides, les extra passes, prendre des tirs de confiance, etc. Crédit à cette équipe. Mais alors, par contre, là, il fait défaut, Luka, défensivement sur les 1 contre 1. Et ouais, mais bon, on demande beaucoup à ce garçon. Ah bah, c'est la FNBA, oui, les standards sont bons, c'est tout. Il veut gagner ou il veut perdre? J'entends, après, il est peut-être beaucoup, ça veut dire quoi? Il est apparemment un petit peu blessé. Je trouve qu'il joue beaucoup moins de pick and roll aussi, ce qu'il a fait sur tous les playoffs de l'Ouest, qu'il a fait même sur le premier match. Là, aujourd'hui, je vois très peu de pick and roll avec Gafford et Lively. On sait que Boston avait parfaitement défendu les pick and roll de Doncic avec ses grands. Là, ils les ont moins joués. C'est pour ça aussi peut-être qu'on l'a vu aussi un peu plus sur des sorties d'écran, sur un petit peu plus tard sur des sorties, sur des plays. C'était plus construit. Ouais. Donc peut-être aussi c'est une adaptation de Jason Kidd de dire on va moins t'envoyer dans les pics parce que là-dessus, finalement, on n'arrive pas à les trouver plus nos grands. On va aller les chercher ailleurs. J'aimerais bien quand même le revoir un petit peu plus sur du pick and roll aussi quand même. Ok. Bah après, ils le défendent mal, le pick and roll, c'est aussi pour ça. Ouais, mais ils le défendent bien. Mais là, tu vois, quand PJ Washington met un premier tir, il y avait un peu... Ça reste quand même l'un des meilleurs joueurs au monde de pick and roll. Ça marche pour Kyrie d'ailleurs de le revoir aussi un peu plus sur les pick and roll. Ils sont surtout sur du 1 contre 1, ça c'est sûr dans ce match-là. Bon voilà pour les tops et les flops pour Luka Doncic et pour ces Celtics. Le match 3, ce sera donc mercredi soir à 2h30. On sera ensemble bien sûr, on vit toutes ces finales NBA en direct et en débrief. Moi tu sais que je suis toujours de ceux qui disent qu'un changement de ville quand tu reviens à domicile ça change toujours absolument tout. Alors quand il y a un sweep, il y a un sweep. Mais je pense que les Mavs vont encore élever leur niveau de jeu. Là, on sent que Boston est à domicile et archi souverain, et c'est ce qui les rendra sûrement champions en gagnant 4 matchs à domicile. Mais là, on a tous besoin de voir une victoire des Mavs dans un énorme match pour relancer cette série. Là, moi, je suis là pour voir des séries serrées. Je suis ni pour les Mavs ni pour les Celtics. J'ai pas envie de voir un sweep. Là, il faut que les Mavs ils montrent le meilleur visage. Quand je dis les Mavs, c'est tous les autres tours. Ils doivent être exceptionnels. Je sais pas. Tu crois pas? J'ai des doutes. J'ai des doutes parce que Boston va pas shooter comme ils ont shooté ce soir tous les matchs. Il y a eu un premier match largement dominé par Boston. Il y a eu un deuxième match où où Dallas a eu une fenêtre et chaque fois qu'ils ont eu les ballons pour vraiment mettre une vraie pression, ou la défense des Celtics, ou l'attaque des Celtics, ou les pertes de balles et les mauvais choix des Mavs ont fait la différence. Et puis moi, je suis inquiet de l'état de Kyrie Irving, vraiment. Je suis très inquiet de l'état de Kyrie Irving. Alors, tu as raison, il va aller à Dallas, il sera dans un environnement plus à lui, certainement poussé par son public, mais
Mais moi, tant que j'ai pas vu Kyrie être capable de mettre 30 points face à cette défense-là, pour moi, Dallas peut pas espérer gagner, ne serait-ce qu'un match. Donc, je suis inquiet pour Dallas. Ok, je mets un sondage parce que j'ai vu beaucoup de commentaires passer sur ce sujet-là. Ça commence à parler de sweep. Alors, il y a 2-0. Pour moi, c'est archi prématuré, mais je vous le mets quand même. Vous avez 2 minutes là dans le chat pour me dire est-ce que Boston sweep Dallas? Là, on est à 2-0. Est-ce que tu crois à un sweep? T'es plus proche d'un sweep ou d'un retour de Dallas dans la série? Tu peux aussi la jouer comme ça si Je tu suis veux. plus proche d'un sweep. Ok. Je dis pas qu'il va y avoir un sweep. Non, je suis plus proche de. C'est une question oui ou J'ai- non, j'ai fermée. plus- Hein. Aujourd'hui, tu me dis ça va aller en 7 ou va y avoir un sweep. Je te dis il y a plus de chances qu'il y ait un sweep. Ok, moi j'y crois pas du tout, hein, clairement, Oui, mais tu peux. sur un sweep. En revanche, ce qui me fait dire que Boston a quand même de la marche, c'est qu'il suffit juste qu'un jour, Tatum se réveille, qu'il met 35, et là, ils peuvent plus jouer en face. Hein. Donc il y a aussi ça à prendre, Ce qui est prendre fort en possible compte. quand même. Hein. Tout à fait, de toute façon, tout est possible, on l'a bien compris, hein, les bascules, elles se passent assez rapidement. Alors du coup, beaucoup de 4-1, on nous dit beaucoup de 4-1. On voit quand même Dallas prendre un des 2 matchs là dans le Texas. Porzingis s'est refait mal, vous l'avez vu. Ça peut valoir son pesant de cacahuètes. Ça, hein. Il s'est refait mal à la jambe. Il était déjà il avait mal, il est allé sur le banc. C'est pas impossible que Porzingis on le revoie plus. Hein. Donc à voir. Ah, c'est l'homme de verre, Erwan, hein. Ah, ça, c'est Là, sûr. sur l'action, il n'y a pas grand chose. Il se fait un peu mal. Tac. Après, s'il a mal, déjà, il serre les dents pour jouer cette finale. Le chat nous dit, du coup, Boston sweep Dallas, on est plutôt à non. Hein. 2 tiers dit non. 67%. Moi, j'ai dit qu'on était plus proche d'un sweep que d'un retour de Dallas. Donc, Question fermée. mais moi, je pense que le match 3, je vais rien inventer en disant qu'il va être important. Mais il y a tellement de choses à régler pour Dallas. Il faut tellement que réaligner les planètes pour espérer battre cette équipe de Boston. Parce qu'il y a ça aussi. Il y a Dallas qui doit être au top. Certes, mais il y a aussi cette équipe-là de Boston qu'il faut bouger, quoi. Ils sont tellement en place, défensivement, ce qu'ils font, dans tous leurs match-up. Pour l'instant, ils sont, à part celui sur Lucas, mais ou sinon, ils sont dominants, et pas qu'un peu. Et pas qu'un peu. Et je trouve que les 2 messages envoyés sur ces 2 premiers matchs aux joueurs des Mavs en disant « Mais défensivement, les gars, ça va être une guerre », ah ouais, ben là, c'est très, très dur. Et je vois déjà des joueurs qui se disent « J'ai bien aimé l'orgueil un petit peu de PJ Washington, mais mine de rien, à la fin, tu sens qu'il fait 2-3 mauvais choix parce que derrière, tu as Jrue Holiday dans ses mains, tu as Derrick White, tu as Jaylen Brown. Moi, je te dis, je ne serais pas surpris qu'il y ait 3-0 mercredi soir. Ok, Joe Mazzulla vient de dire en conférence de presse qu'a priori, Porzingis, ça allait. Bon, on verra demain, mais le coach est voulu rassurant pour ce bon vieux laiton qu'on apprécie beaucoup. Pour finir, Erwan, j'aimerais que tu me dises, après ces 2 premiers matchs, qui est ton MVP? C'est une bonne question. Ah ouais, elle est pas simple. MVP des finales, bien sûr. Pour l'instant, c'est Jaylen Brown. Ok. Voilà. Très bien. Jaylen Brown pour toi. Autre question. Dans cette série, Kyrie Irving est dans un classement des meilleurs joueurs, des plus performants. Il est où? 2 équipes comprises, hein, bien sûr. Ouais. Mais je veux que tu me dises où est-ce qu'il est pour l'instant. Il est même pas top 5. C'est sûr qu'il est pas top Il est 5, même pas hein. top 5 meilleurs joueurs des finales. Je veux que tu me fasses la liste. Dis-moi qui Ah tu bah mets alors devant. Jaylen Brown est meilleur que lui, Luka Doncic est meilleur que lui sur ses finales, bien sûr. Porzingis est meilleur que lui, Holiday est meilleur que lui, Derrick White est meilleur que lui. Bon, après, on va pas lui faire l'offense quand même d'en citer d'autres, mais voilà, il est 6e et c'est problématique. Hein. Kyrie Irving, potentiellement, doit être top 1, top 2, top 3. Après, on peut chipoter. Mais là, mon gars, il est 6e meilleur joueur. Et encore, Au je dis mieux, hein. Au mieux, parce qu'on l'aime bien. Clairement. Donc, Clairement. c'est un gros problème. C'est un gros problème. C'est le gros problème des Mavs. En tout cas, il a 2 jours là, avec un voyage au milieu, 3 jours pour se remettre dedans et essayer de réinverser la tendance. De toute façon, tout le monde attend au tournant. C'est le grand révélateur, les finales. Je vais te dire un truc. On Dis-moi. a vu 2 fois dans cette rencontre, en deuxième mi-temps notamment, début de T'as pas dit 3e, Tatum, t'as dit début Tatum de 4e. Si, j'ai dit Ah oui, Tatum. ok. Début de 3e, début de 4e, on a vu les Mavs aller chercher Daniel Gafford sur un match-up favorable en physique et en taille sur Jason Tatum. Ça a marché à chaque fois, mais ils n'ont pas plus insisté que ça là-dessus. C'est une tendance que peut-être qu'on pourrait voir un peu plus sur le match Ce qui est 3. sûr, c'est que c'était une volonté juste après la mi-temps. Donc, Kid a dit, les gars, on trouve personne pour trouver du relais là. On va cibler parce qu'à chaque fois c'était sur les switches et c'est Tatum qui défend sur Gafford et ils ont parfaitement joué le coup. Et surtout Gafford a bien joué le coup parce qu'il était bien dans l'ouverture, 13 points et 9 rebonds, voici ses stats, 6 sur 9 au tir. Il a été proche du tackle, il n'a pas eu besoin d'en rajouter, il a mis des dunks, etc. Ouais, c'est clairement un truc que j'aimerais un petit peu plus revoir plutôt que de tout jouer de face
derrière la ligne à 3 points, c'est bien d'avoir au moins un mec qui soit dos au panier et qui finisse. Surtout qu'il n'y a personne. Si c'est pas Porzingis qui défend sur lui ou alors Ford, il aura toujours l'avantage. C'est des paniers qui font du bien. Ben oui. C'est des situations qui, quand elles sont sanctionnées par un panier, elles font du bien. Mettre la balle à l'intérieur, donner à manger à ses grands, c'est des paniers, entre guillemets, faciles. Parce que sinon, tout est dur quand c'est Kyrie qui dribble, quand c'est Luka qui dribble, mettre des tirs à 3 points sous pression. Là, un grand qui est dominant, par la taille, tu lui donnes la balle, il se retourne, boum, il va mettre un petit hook, ça fait du bien et ça donne de l'élan à l'équipe et de l'alternance. On en reviendra toujours à ça. Donc voilà, ça a été deux fois des situations qui ont marché et je trouve qu'on a, malgré le fait que ça marche, on est vite passé à autre chose. Très bien. Écoute, par curiosité, je suis allé voir sur le site de Winamax, chez les copains de Winamax, l'évolution des cotes pour qui allait être champion. Bon, bah, Boston, là, ils sont à 1,10 et les Mavs sont à 7. Donc, pour les fans des Mavs qui y croient encore, ça peut peut-être se passer là-bas. Et puis, vous savez, hein, comme toujours, on joue avec prudence et surtout lorsque nous sommes majeurs. Bon, voilà, on a fait le tour. Tu voulais rajouter un dernier truc? Non, tranquille. J'ai hâte d'être au match 3. J'espère que Dallas aura de l'orgueil, mais il va falloir un peu plus que de l'orgueil, vraiment, pour Dallas. Par contre, voilà, le point positif aussi, côté Dallas, c'est Jason Kidd, qui avait été complètement out-coaché sur le match 1. Là, je l'ai vu faire des choses. L'utilisation de Luka pour qu'il soit moins sous pression défensive. Je te dis, mettre la balle sur Gafford. Voilà, sortir Dante Exum, qui a pris 11 minutes, peut-être qu'il méritait un petit peu plus, l'Australien. Donc voilà, j'ai bien aimé quand même ce qu'a essayé de mettre en place Jason Kidd et de perturber un petit peu les systèmes offensifs et défensifs de Mazzulla. Ce qui est sûr, c'est qu'à l'image de Thioma Cizalo tout à l'heure dans le match du Paris Basketball avec Monaco, il n'a jamais réussi à trouver un 5 qui lui donnait de bonnes minutes sur le long terme, parce qu'il y a plein de mecs qui passent à côté, donc c'est difficile. Tim Hardaway Jr., il est rentré la dernière fois, hop, on va plus le revoir apparemment. Il y a une hiérarchie et des rotations qu'il doit absolument trouver pour trouver des moments positifs sur le match 3. On pourrait peut-être le relancer, je pense qu'il va falloir faire des choix, réduire un peu les rotations. Mais Sport dit pas de zone à Dallas, étrange nous, intéressant, c'est vrai qu'on n'a pas parlé, c'est une tactique qu'ils ont souvent utilisée ces derniers temps. Contre Boston, bon courage pour jouer la zone, mais c'est vrai qu'on l'a pas du tout vu. Mais je pense que le fait que ça soit Boston en face, ça change beaucoup de choses. C'est une équipe qui joue tellement bien au basket que l'attaque de zone, attention à voir. Après, moi, je pense que Jason Kidd doit réduire un petit peu ses rotations, peut-être relancer Tim Hardaway Jr. pour trouver de l'adresse, parce que quand je vois les tirs ouverts de Maxi Kleber, je me dis si c'est Tim Hardaway qui les a, eh ben, c'est quand même un shooter un petit peu plus spécialisé. Alors oui, il joue 4, Autriche c'est un 3, mais 2 si tu veux, mais en tout cas sur un basket un peu large, pourquoi pas relancer Tim Hardaway. Dante Exum mérite un peu plus de minutes, je pense aussi. Maintenant, je pense qu'il y a des mecs aussi, il va falloir arrêter de les mettre, quoi. Luka a dit en conférence de presse là à l'instant, je pense que mes paires de balles et mes lancers francs manqués nous ont compté le match. Les lancers francs manqués, frérot. Ça, moi, je comprendrais jamais. Comment tu es capable de mettre des fadeaway, des tirs derrière sur la gueule de mec et tout, et lâcher autant de lancers francs? Ça, c'est quelque chose qui m'échappe. Il a 4-8 au lancer franc. C'est pas 4-9 à 3 points, 4-8 au lancer franc. Pas normal. Il abuse tellement. C'est pas normal. Voilà pour le match 2, en tout cas, victoire de Boston, 105-98. Boston donc mène 2-0. Ils sont à 2 games du titre, 18e de leur histoire. Ils dépasseraient donc les Lakers. Mais Dallas doit réagir sur le match 3. Encore une fois, moi je le disais, j'ai envie de voir une série longue. J'ai envie de voir au moins 6 matchs. Et j'aimerais voir des équipes qui se répondent avec du bon basket bien consistant. Pour l'instant, il n'y a qu'une équipe qui est consistante et c'est celle des Celtics. Merci Erwan. Merci Thomas. Merci à la régie, merci à tout le monde. On est 800 là, il est 5h30 du mat. Bravo. Merci à tous pour vos retours aussi sur YouTube, sur le replay et sur les podcasts, puisque vous savez, tout est disponible en podcast. Et puis pour ceux qui aiment le basket, il y a l'interview de Pascal Donadieu qui est sortie ce dimanche et que vous pouvez aller checker si vous êtes fan ou si vous voulez découvrir le Alex Ferguson de Nanterre. La semaine prochaine, ce sera Janelle Salin, voilà, pour du basket féminin juste avant les JO, la sœur de Tidiane, pour ceux qui ne le savent pas. On vous embrasse, on vous souhaite une bonne fin de nuit, un bon début de semaine dans une torpeur de fatigue exceptionnelle. Mais je sais que la team chômeur n'a pas ces problèmes-là. Donc on vous embrasse tous et on se retrouve dès mercredi. Et vive le RSA. À 18h sur la Winamax TV d'ailleurs.